Bien, bonsoir vous toutes, vous tous, bonsoir chers amis, j'en ai quelques-uns dans la salle. Merci en tout cas de m'avoir invité à conclure avec Georges Plassat votre colloque. Enfin, ceux qui me connaissent un peu savent que je me prête assez rarement à ce genre de choses. Hein. Je l'ai fait beaucoup à cause d'Étienne Thiel, que j'ai bien connu, et qui est un personnage que je respecte, un historien de nos métiers, et qui a expliqué des choses plutôt assez intéressantes. D'ailleurs, sur ce plan-là, j'aurais 2-3 trucs à vous dire, parce que je crois qu'il y a quelques historiens dans la salle. J'ai eu le privilège de bien connaître Marcel Fournier, entre autres, et de connaître aussi 2 ou 3 personnages qui sont au cœur de notre histoire. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de mode, mais beaucoup des grands magasins. Je vais vous raconter à propos des grands magasins une histoire un peu darwinienne en fait. Alors je remonte un peu le temps, je reviens aux années 70 quand j'ai commencé à travailler dans le commerce. Hein. Et alors, les Galeries Lafayette, les grands magasins et Monoprix aussi étaient considérés par tous les experts, il y en a quelques-uns peut-être ce soir dans la salle. À l'époque, tous les experts disaient de ces métiers, ce sont des dinosaures, ce sont les dinosaures de la distribution, ils sont condamnés à disparaître. Alors on a fait on a fait face à un certain nombre de révolutions. Hein. Et je dois dire que il y a eu beaucoup d'évolutions. Et moi-même, personnellement, depuis les années 70, j'ai connu 5 révolutions. Ce que j'appelle révolution, c'est-à-dire des choses qui ont complètement révolutionné les métiers du commerce. D'abord, les hypermarchés. Les hypermarchés, et là, je dois dire un peu d'histoire. En fait, il faut se souvenir que avant Édouard Leclerc, on parlait de commerce. Édouard Leclerc, en 1948, invente le mot distribution. C'est lui qui invente. Pourquoi? Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, le commerce c'était quoi? C'était des fabricants qui, à travers toute une chaîne de commerce, d'abord commerce de gros, puis de semi-gros, puis de commerce, on disait à l'époque intégré, grands magasins, magasins populaires, vendaient leurs produits. Et Édouard Leclerc avait un petit problème. C'est que quand il allait voir M. Mantelet, patron de Moulinex, et qui lui demandait à vendre ses presses purées, M. Mantelet lui répondait « Mais je ne peux pas vous vendre, M. Leclerc. Parce que si jamais je vous vendais à vous, les grands magasins, les magasins populaires, les grossistes qui représentent 90% de mon business, du jour au lendemain, arrêteraient de vous vendre. Arrêteraient de me vendre. » Et donc Édouard Leclerc essaye d'évangéliser à sa façon les provinces françaises. Il va d'ailleurs jusqu'à Annecy. Et un Annécien local qui avait un grand magasin de mercerie, Marcel Fournier, entend Édouard Leclerc qui est en train d'expliquer comment il faut casser les prix de tous les produits de base. Mais, et c'est là où l'anecdote historique est importante, et c'est là où la petite histoire rencontre la grande, en tout cas dans nos métiers du commerce, il faut savoir que Madame Édouard Leclerc est voisine au bord de la mer de Madame Fontanet. Madame Fontanet, ils ont une résidence de campagne voisine. Madame Fontanet est la femme de Joseph Fontanet, le ministre du général de Gaulle. Et Madame Fontanet a entendu Édouard Leclerc, ceux qui l'ont connu, c'était il était mythique cet homme, hein. Il racontait comment il allait révolutionner, et comment il a révolutionné d'ailleurs les métiers du commerce. Et alors il parlait de ça, il l'expliquait, et Madame Fontanet était très amie avec Madame de Gaulle. Et elle lui expliquait qu'il y avait quelque part un monsieur Leclerc qui était là prêt à révolutionner le commerce français. Et Madame de Gaulle en parle à son général de Marie qui fait venir Édouard Leclerc. Et là, il l'a convaincu. Et pour trouver la solution, il a demandé à Joseph Fontanet, son ministre,
d'écrire une circulaire, la fameuse circulaire de 1960, qui interdit le refus de vente. Et c'est là que démarre la grande distribution, c'est là que démarre l'hypermarché. D'ailleurs, Marcel Fournier me dit qu'au moment où, en 61, il ouvre dans la banlieue d'Annecy, dans un lieu dit Carrefour, une promotion immobilière qu'il faisait, parce que bon, il essayait de faire plusieurs métiers différents, rémunérateurs. Et cette promotion, il n'a pas réussi à en vendre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Alors le rez-de-chaussée, lui, il sait le faire, puisque le rez-de-chaussée, il a la mercerie, il a l'alimentaire, il a le textile. Alors il va chercher une famille de grossistes alimentaires, les badins de forêt de la région, et leur dit, vous ne pourriez pas essayer de gérer le sous-sol de ce magasin en alimentation? Et ce qui fut dit fut fait, mais, et c'est là le grand changement, comme il y a eu tous les discours de Leclerc à Annecy, Marcel Fournier dit, moi, je démarre ce magasin à des prix discount, au prix de Leclerc. Et c'est ça le grand changement, parce que tous ceux qui installaient des commerces jusqu'à maintenant essayaient d'avoir des marges assez élevées pour payer les coûts. Et d'Annecy, il passe ensuite, 2 ans après, à Sainte-Geneviève-des-Bois, et c'est là la grande révolution des hypermarchés. Et je dois dire que elle fonctionne encore, enfin peut-être que M. Plassade dira que, en tout cas, elle a essaimé à travers le monde. C'est une des premières grandes révolutions. Une autre, quand même, c'est les centres commerciaux. Les centres commerciaux, alors les hypermarchés, c'est quoi pour moi? En 80, je prends la direction générale de Monoprix. Les hypermarchés, pour moi, c'est le grand magasin populaire moderne. C'est le magasin populaire moderne. Les centres commerciaux, c'est le grand magasin moderne. Puis arrivent les chaînes de magasins spécialisés, c'est quoi? C'est le rayon dont on va travailler la profondeur de l'assortiment. Et puis le catégorie killer, c'est l'hypermarché spécialisé. Toutes ces révolutions ont failli nous tuer, et la dernière, en plus, vous la connaissez, et celle qui est non négligeable, c'est celle, bien sûr, d'Internet. Alors, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de grands magasins ont disparu, quelques-uns, les Hertie, les Horten en Allemagne, les Galerías Preciados en Espagne, les Samaritaines, les Nouvelles Galeries, enfin nous, c'est nous qui les rachetons, Table de France, Nouvelles Galeries. Moi, je veux dire, la concentration de tous ces métiers se fait. Moi, je me souviens à l'époque, j'observe un peu ce qui se passe dans le monde, il y avait dans les années 70 100 chaînes de grands magasins aux États-Unis. Il en reste 8 aujourd'hui. Alors, nous, on est toujours là, et en pleine forme. Donc, pourquoi? Comment? Alors, une des explications, je me suis beaucoup posé la question, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est? Parce qu'on est devenu des caméléons, en fait. On a adopté la plupart des facteurs clés de réussite de nos concurrents. Innovation, créativité ont été des armes furtives qu'on a déployées pour nous réinventer et en permanence résister à cette guerre permanente du marketing. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous anime? J'ai cette stratégie, elle est très simple. J'utilise ce moyen mnémotechnique pour nos collaborateurs, la stratégie des 5 M. Nous sommes des marchands, et fiers de l'être, par opposition aux distributeurs. Mais le distributeur peut être un marchand. Je témoigne. Oui, je sais. Et je témoigne que Georges, s'il en est un des grands marchands de cette terre du commerce. Alors, les 5M, nous sommes des marchands. Nous travaillons avec des marques. Nous devons être des multispécialistes. Nous devons évidemment investir et être multicanaux. Et bien sûr, aujourd'hui, aller à l'international, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, devenir international. Alors, je reviens sur cette histoire de marchand et pas distributeur, en fait. Et quelle est la différence? La différence, elle est simple. Le distributeur, pour moi, d'ailleurs, c'est Leclerc qui l'a inventé, c'est qu'il prend le produit du fabricant, il le met en palette en grand, il le met en vente à un prix cassé pour le client, et il dit « servez-vous ». Et nous, pour résister à ça, un marchand, qu'est-ce qu'il doit faire? Le marchand, il doit connaître sa clientèle et aller chercher pour elle des produits dont elle n'imagine même pas encore qu'elle pourrait les acheter. Pourquoi? Parce que la clientèle que nous servons, plutôt moyen haut de gamme, est une clientèle qui a tout.
ou presque tout. Et donc, pour pouvoir en permanence développer l'entreprise, il faut aller chercher des produits dont elle a d'ailleurs malheureusement pas toujours besoin. Alors la réflexion, c'est dans quel business sommes-nous? On est bien sûr dans le business du commerce et du retailing, mais lequel? Est-ce que c'est celui du style de vie? Est-ce que c'est celui du luxe? Est-ce que c'est celui de l'événementiel? Est-ce que c'est celui du travel retail? En fait, comment se distingue-t-on d'un centre commercial? Alors, on est de vrais marchands, on mixe tous ces différents métiers, en fait, lifestyle, luxe, événementiel, travel retail. Aujourd'hui, travel retail, on fait plus, Boulevard Haussmann, on fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires avec des étrangers. Si c'est pas ça du travel retail, vous m'expliquerez. Alors, notre métier, c'est en permanence susciter l'intérêt du client, le surprendre, le servir bien sûr, et bien sûr le fidéliser. Alors on le fait comment? On le fait avec toute une série d'artifices, on appelle ça, vous voyez cette coupole centenaire maintenant, j'appelle ça l'effet waouh, le wow effect, qui nous permet de créer des vibrations un peu particulières chez nos clients, qui nous permettent de regarder nos services, nos produits avec un œil différent. D'ailleurs, là, moi j'ai développé pour l'entreprise deux missions très très simples, ça tient en 4 mots. Notre mission, c'est créer le désir et c'est démocratiser les modes. Démocratiser les modes, ça veut dire les rendre accessibles au plus grand nombre, rendre le beau et le bon accessible au plus grand nombre. Alors là, on partage peut-être un peu le même métier, à des niveaux un peu différents, à des prix peut-être un peu différents. Mais rendre accessible, dans rendre accessible, il y a une notion de proximité et une notion d'intérêt, bien sûr, économique. Nous devons être les experts du meilleur rapport plaisir-prix. Alors, être multispécialiste, pourquoi? En fait, nous sommes en concurrence, dans chacun des métiers que nous faisons, nous sommes en concurrence avec des chaînes spécialisées. Et je disais déjà dans les années 90, le grand magasin généraliste est mort, il est définitivement tué. Aujourd'hui, si un grand magasin n'est pas un spécialiste dans chacun des métiers qu'il a choisi d'exercer, il est mort. Alors, quand vous avez en face de vous des Sephora, des Zadig, des Sandro, des Maje, des Coppels, tous ces gens-là, vous devez être, d'abord, vous pouvez travailler avec eux, vous devez travailler avec eux, mais vous devez être au moins aussi bon qu'eux. Et ils ont développé des techniques de fonctionnement dont on va s'inspirer. On a d'ailleurs, dans un certain nombre, donc il a fallu faire des choix. Vous ne trouverez plus aux Galeries Lafayette une machine à laver, vous ne trouverez plus un ordinateur, vous ne trouverez plus ces produits-là. Pourquoi? Parce que entre la grande surface, Internet ou la chaîne spécialisée, on ne peut pas concourir pour offrir aux clients le service et le rapport qualité-prix qu'on estime devoir lui donner. On a même été un peu plus loin parce que on a sur certains métiers qu'on a choisi de faire, on a choisi en fait d'être des experts de la mode vestimentaire ou mode alimentaire, le fashion food, dans les accessoires, les chaussures, les articles de mode, la bijouterie, l'horlogerie. Et dans certains métiers, on est allé, qui sont des métiers qui reposent sur des savoir-faire particuliers, la façon d'apprendre le métier pour moi a été d'acquérir des chaînes. On l'a fait dans le domaine de l'horlogerie et on l'a fait dans le domaine de la bijouterie. Alors, il y a aussi un problème d'organisation dans ces métiers spécialisés. En fait, le grand magasin était organisé traditionnellement entre deux éléments. Un élément de centrale d'achat au siège qui dictait la politique commerciale pour les magasins et des magasins qui vendaient aux clients. Ce format est totalement dépassé. Et moi j'avais observé il y a quelques années qu'on perdait petit à petit de la part de marché vis-à-vis d'un Sephora dans le domaine de la parfumerie. Moi je me souviens qu'il y a 20 ans, la parfumerie dans les grands magasins c'était le lieu de la rentabilité, c'était 15 à 20% du profit était dans la parfumerie. Et les Sephora et les Marionneau et les Nocibie sont arrivés.
Et donc moi j'ai décidé de changer complètement l'organisation. C'est-à-dire j'ai dit, on a 60 magasins en France, on va faire 60 Lafayette Beauté. 60 magasins de chaîne. On a fait un concept moyen, un concept grand, comme un magasin de chaîne, et puis on y a mis à la tête un patron, une patronne dans la bijouterie, un patron dans la parfumerie, responsable sur toute la chaîne de l'achat, de la vente, de la dernière ligne et tout. Et c'est comme ça que petit à petit, on a réussi à reconquérir des parts de marché. On a donc développé ces magasins spécialisés. Je disais aussi, nous sommes une marque. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui peut, j'essaye de me caractériser, c'est que je dois être sans doute, honnêtement, un des premiers dans ces métiers du commerce à avoir joué sur la marque. En fait, le branding. Le branding, c'est quelque chose de très très important. Alors maintenant, ça devient une évidence. Mais moi, en 80, quand j'essaye d'installer et de transformer Monoprix d'enseigne, de magasin populaire, en une marque d'un magasin de qualité de centre-ville, il a fallu 15 à 20 ans pour ça. Mais c'est pour ça que ceux à qui on donne quelques années pour redresser l'entreprise, je leur souhaite évidemment beaucoup de courage, parce que Monoprix, objectivement, il m'a fallu un minimum de, je sais pas, 12 ans. Enfin, Gérard qui est présent ici et qui peut en témoigner, il m'a fallu un minimum de 12 ans. Alors peut-être qu'on aurait pu aller un peu plus vite. Hein, sans doute, sans doute. Enfin, c'est la différence entre les entreprises familiales d'un certain âge, on va fêter nos 120 ans cette année, et les entreprises côté CAC 40 et tout. Il faut que tous les trimestres, il faut accélérer. C'est une des différences. Donc je reviens au branding, c'est très très important. Nous sommes une marque. Hein, et dans nos métiers, en fait, quelle est la différence entre une enseigne et une marque? Une enseigne, pour moi, ça vend des produits. Une marque, ça vend ses valeurs. Ça propose ses valeurs. Et c'est ça la différence. Et je crois, alors, ils ont compris, hein, ils ont compris avec le temps, tous les concurrents, et aujourd'hui, mais on est passé d'une bataille d'enseigne des années 80-90, aujourd'hui à une bataille de marque. Et là, c'est encore plus subtil et encore plus compliqué. Alors, dans cette bataille de marque, on a fait appel à des grands talents. Là, ici, j'ai vous connaissez Jean-Paul Goude, qui, pour nous, pour la marque Galeries Lafayette, avec son sens de l'humour, nous a un peu mis en avant le côté glamour de la marque. L'important aussi, je crois, les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui va nous permettre, avec nos collaborateurs, avec nos cadres, avec notre personnel, de se différencier. Ces valeurs, pour nous, c'est la passion du client. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'on choisit ces mots. C'est l'audace d'innover, c'est l'engagement collectif, c'est le goût de l'excellence. Avec ces valeurs-là qui deviennent des éléments de management au quotidien, on peut transporter une entreprise, on peut transformer une entreprise. Et nos 15 000 collaborateurs, aujourd'hui, les partagent. On vient de lancer un challenge innovation et ils vont aussi être amenés à collaborer, à imaginer de nouveaux process, de nouveaux formats, de nouveaux concepts et par équipe. Et on va les écouter dans ce domaine. Alors, on est aussi une maison de marque. Hein, on accueille les marques, mais on ne se fait pas d'illusions, la bataille est partout. Les marques, les grandes marques de fabricants sont nos partenaires, mais aussi nos concurrents. La marque, elle vient tester le marché chez nous, et un an après ou 2 ans après, elle installe sa boutique à 200 mètres dans la rue marchande. Donc les marques de fabricants, mais aussi nos marques propres. Hein. On est depuis longtemps des grands de la marque propre. Hein. Il faut se souvenir d'ailleurs que les magasins populaires ont été les créateurs de la marque propre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque déjà, on est dans les années 30, les grandes marques refusaient de vendre à Monoprix et à prix unique. Et donc ils ont inventé Beaumont, Montjoly, enfin pour ceux qui s'en souviennent, Carbonec, Forza et autres trucs. Hein. Et puis ensuite on a eu droit à la marque libre. Et d'ailleurs c'est grâce ou à cause de Carrefour que moi aussi j'ai fait faire le plongeon de passer de Beaumont, Montjoly et autres à Monoprix. Et
Le changement, d'ailleurs, je l'ai fait avec Monoprix Gourmet. Et je date de ce moment-là le changement d'image de l'enseigne, enfin de l'entreprise, dans la tête et dans l'imaginaire de nos clients. Il y avait une rupture entre l'idée que Monoprix, ce vieux magasin, cette vieille offre, et cette vente de produits de qualité, c'est de ce moment-là que d'un seul coup, le twist se fait et on regarde Monoprix avec un regard différent. Nouvelle marque, ah oui, alors ça c'est pour le fun, c'est nos amis de, comment ils s'appellent nos amis anglais de Provocateur. Hein, et ce sont ces marques-là, de temps en temps, qui donnent un peu de twist. Alors, oui, je vois que... On est dans le désir. Voilà, exactement. Alors, nouveaux produits, nouveaux designers, nouveaux concepts, nouvelles marques. Le premier discours que je fais en tant que directeur général de Monoprix en 82, je suis très impressionné, il y a une salle comme vous à Versailles, et je fais mon premier discours. Et je leur dis, le changement est devenu notre seule constante. Et de ce jour-là, je peux vous dire, je n'ai pas arrêté de changer. De toute façon, il fallait le faire, parce que vous avez vu ce qui nous est tombé dessus dans les différentes années, toutes les révolutions. Il fallait en permanence changer, 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 s'adapter, révolutionner. On ne l'était pas toujours, on s'adaptait, mais il faut l'agilité est certainement une des caractéristiques les plus importantes pour des entreprises comme les nôtres qui sont pas forcément les leaders et les numéros 1. Alors, la révolution, j'en parlais tout à l'heure, et qui nous impose d'être multicanal, c'est le smartphone hein, qui a modifié complètement les normes du commerce. Hein. Il réinitialise, il remet à zéro les normes du retail. On y est parti, évidemment, comme tout le monde, un peu tard. Je me suis aperçu il y a 2-3 ans qu'on faisait fausse route. J'ai tout mis à la poubelle, ça coûte assez cher. Et on est reparti. Maintenant, on est dans un processus d'omnicanal. Oui, bah oui, ça coûte cher. Mais enfin bon, hein. On a des modèles. Il faut savoir qu'une chaîne anglaise que vous connaissez toutes, j'imagine, John Lewis, fait plus de 25% de son chiffre aujourd'hui, 1,5 milliard de livres sur Internet. Donc, si vous voulez, c'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau marché, c'est un nouveau business, et nous, on entend bien y participer. En fait, on est passé, et on va passer, du brick and mortar au click and brick. La solution pour demain, pour nos magasins, c'est d'être à la fois click and brick. C'est une véritable révolution culturelle. Moi, je vois... entre les gens de l'Internet, les gens du marketing, les gens de la logistique de l'Internet, la logistique des magasins, il y a un peu de clarté à faire, un seul fichier client, un seul stock. Vous imaginez que le jour où je réussis sur Internet à mettre en ligne l'offre du magasin d'Haussmann, dans un petit magasin de 100 mètres carrés, j'ouvre des possibilités infinies. Et donc, et je sais, je vois, House of Fraser, par exemple, en Angleterre, a ouvert à Aberdeen un magasin de 100 mètres carrés dans lequel il fait une offre de 150 000 références en ligne. Il donne l'offre de son magasin de taille moyenne. Et bien sûr, click and collect, c'est-à-dire que vous commandez avant midi la veille et vous l'avez le lendemain en magasin. On est passé aussi par là, on en est au 20e magasin, installé en click and collect. Ça se développe très très vite, c'est indispensable pour nous. Mais le chemin est encore long, comme celui d'ailleurs de l'international. Alors l'international, c'est un parcours qui est semé d'embûches, c'est un parcours coûteux. D'ailleurs, Georges Passat pourra nous dire, lui, eux, c'est même pas, ils sont très internationaux. Nous, enfin, je veux dire, il n'existe pas aujourd'hui de chaîne de grands magasins qui soit vraiment international. Il y a peut-être une exception, Debenhams, 70 magasins en franchise sur un positionnement milieu bas. En fait, pourquoi il n'y a pas d'international dans les grands magasins? C'est que le grand magasin est un produit qui est un format qui est le produit de la sociologie de son pays. Or, la sociologie britannique est différente de celle de la France, de celle de Dubaï, de celle de la Chine, etc.
Et donc ne se sont bien exportés que les deux éléments de la pyramide, le plus élevé, l'élite pour l'élite, le luxe, et le plus bas, pour enrichir le quotidien des gens, le discount, l'hypermarché. Par contre, le grand magasin, c'est pas évident. Berlin, 10 ans de galère. Maintenant, on a un positionnement qui est plutôt pas mal, qui est le petit grand magasin de la mode parisienne à Berlin. Casablanca, un positionnement du centre qui est un peu élevé pour le pouvoir d'achat local. Dubaï, on ouvre en 2009 en pleine crise financière, mais ça y est, on est reparti. Jakarta, je ne sais pas si vous connaissez, 20 millions d'habitants dans la ville, il y a de quoi faire. Un grand désir d'art de vivre à la française. Et enfin, Pékin, on a ouvert la semaine dernière, 35 000 m². On va faire le grand opening le 18 octobre. On espère pouvoir amener l'art de vivre à la française dans une des populations les plus importantes du monde. Mais est-ce que c'est pas ça, démocratiser la mode? Alors, je sais que les Chinois adorent manger les scorpions. J'espère qu'ils ne mangeront pas les caméléons. Mais peut-être qu'un jour, on se transformera en alligator. Alors, j'espère juste que nous ne finirons pas en sac Hermès. Merci de votre attention.